Voilà, maintenant on va quitter un peu la chirurgie préparatrice. Et je vais demander à Claude Schumann de venir. Voilà, il est là. Donc le professeur Schumann est un neurologue bien connu et qui nous vient de Bruxelles. Il a été patron du grand service d'urologie de l'hôpital Erasme. Il est maintenant honoraire. Il a été éditeur et c'est lui qui a propulsé le journal européen de neurologie à des niveaux que n'atteignent plus les journaux américains et même et également le Congrès européen d'urologie attire maintenant plus de monde que le Congrès américain et c'est grâce au talent de Claude que ça a pu être fait. Voilà. Il va vous parler de testostérone et prostate, le mythe face aux réalités scientifiques. C'est un sujet qui date de longues années et qui est en voie de se régler actuellement, comme il va vous le montrer. Merci Claude. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire, chers collègues, cher Ronald, que de fleurs pour un peu de testostérone, c'est ce que vous pouvez dire. Merci mesdames. Mais sur une séance sur les aspects sexuels chez l'homme et chez la femme implique logiquement aussi la partie hormonale de cette activité, en particulier celle de la testostérone chez l'homme, qui est un sujet de plus en plus vulgarisé. C'est volontairement que j'ai pris le titre de ce magazine pour vous montrer souvent les fausses idées qui sont véhiculées par la testostérone, qui sont relativement bien illustrées ici, c'est-à-dire une hormone pour le bodybuilder, qui risque de le rendre stérile par ailleurs, certainement une hormone qui va influencer son activité sexuelle si elle est nécessairement affaiblie, va favoriser sa musculature, renforcer sa densité osseuse, probablement protéger ses activités cardiaques. Mais comme le dit le titre, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Parce qu'il existe depuis longtemps, comme l'ont montré certaines études faites dans le corps médical, de grandes études internationales, l'argument le plus fréquemment évoqué par les médecins concernant l'usage de la testostérone est la crainte d'induire ou de favoriser un cancer de prostate. Et cette idée est-elle justifiée car on véhicule là des choses qui datent du siècle passé, certes, mais de plus de 60 ans, et qu'il est raisonnable depuis plus d'une dizaine d'années de remettre cette sorte de mythe en question. C'est ce que nous avons fait à quelques reprises en revoyant avec plusieurs collègues au niveau international les données de la littérature et les données scientifiques. La base de ce concept est solide car elle est ancrée à un prix Nobel. Ce qui n'est pas facile, je dirais, à modifier. Ce prix Nobel est d'ailleurs parfaitement justifié par Huggins, qui a montré que la castration ou l'administration d'œstrogènes fera régresser le cancer métastasié de la prostate. Par contre, l'autre argument, c'est que l'administration de testostérone par corollaire direct pourrait augmenter la croissance du cancer de prostate, puisque la supprimer le fait décroître, en donné, pourrait avoir la conséquence inverse. 2018, commentaire des études des 10-15 dernières années, la première constatation Huggins reste absolument d'actualité et la base du traitement du cancer de la prostate avancée, qui est la castration chimique, bien entendu chimique. L'administration de testostérone augmente-t-elle le risque et la croissance du cancer de la prostate? Eh bien, actuellement, ceci est plus que très mal documenté, et c'est ce que je vais essayer de développer devant vous, c'est que l'essentiel de toutes les études faites au cours des 15 dernières années vont exactement à l'encontre de cette donnée historique. Disons tout simplement, vous le savez tous,
Quand un homme meurt de son cancer de prostate métastasié avancé, il a quasi toujours été castré avant, par un traitement hormonal, bien entendu. Donc sa testostérone est à 0 et il meurt quand même de son cancer de prostate. Donc c'est un traitement palliatif, ce n'est pas un traitement salvateur du cancer de la prostate, c'est palliatif. Souvent, maintenant un peu moins, les hommes mourraient avec leur cancer de prostate d'autres choses, vu leur âge. Mais ce n'est plus d'actualité. Et les principes de la médecine basés sur l'évidence, et que les concepts qui ne peuvent pas être confirmés par des arguments scientifiques doivent être rejetés. Et déjà, Pasteur avait dit, ce qui est vrai en science doit pouvoir être reproduit. Et bien, au cours des 15 dernières années, rien de tout cela n'a pu être confirmé pour ce qui est de la deuxième affirmation que la testostérone peut être dangereuse pour le cancer de prostate. Et c'est ce que je souhaite développer devant vous en explorant les bases scientifiques, allant même jusqu'à vous montrer un rôle potentiellement bénéfique. Première question, un taux de testostérone élevé entraîne-t-il un plus grand risque de cancer de prostate? Alors, il ne faut pas être Einstein, ni même un prix Nobel, pour savoir que la testostérone diminue avec l'âge, alors qu'inversement, l'incidence du cancer de prostate augmente. Quand la testostérone baisse, le cancer augmente. Donc, rien qu'avec ça, je crois que ça met déjà beaucoup de questions dans la tête. Alors, on peut aller sur des études beaucoup plus sérieuses et scientifiques. Une des dernières est une méta-analyse de 18 études prospectives comparatives sur le taux de testostérone et le risque de cancer de prostate. Eh bien, étonnamment, les conclusions de ces études, publiées dans le JNCI, montrent que le risque le plus élevé de développer un cancer de prostate se rencontre chez les patients qui ont au départ un taux bas de testostérone. Voilà la courbe détaillée qui confirme qu'une testostérone basse est un facteur de risque. Et on va même plus loin, la gravité, c'est-à-dire le score de Gleason, l'agressivité du cancer de prostate est également en rapport avec un taux de testostérone bas. Vous voyez, plus le Gleason augmente, les 8 étant vraiment agressifs, ces patients-là ont presque toujours des taux de testostérone bas. Et parenthèse, on fait du screening, de dépistage du cancer de prostate avec des PSA, etc., de manière énorme. On ferait bien d'ajouter le taux de testostérone, ça a une valeur prognostique également. Alors, un taux de testostérone, première question, entraîne-t-il un plus grand risque de cancer de prostate? Non, probablement au contraire. Deuxième question, un peu plus provocante, on va aller chez l'autre. L'administration de testostérone entraîne-t-elle un risque plus élevé de cancer de prostate? Les patients, les gens hypogonadiques, des symptômes. Première large étude publiée dans le New England par Morgenthau et Roden montre que chez les patients qu'on administrait de la testostérone, l'incidence de la découverte dans les années qui suivent d'un cancer de prostate est exactement la même que dans une population témoin. Aucune différence, aucune influence. Une étude pilote publiée dans le JAMA, chez 44 hommes, randomisés 2 groupes, on leur administre des doses importantes de testostérone et puis on fait les marqueurs histologiques, les biomarqueurs, l'expression génétique. Aucune influence et aucun impact n'a pu être démontré dans le groupe qui recevait la testostérone par rapport à ceux qui n'en recevaient pas. On peut donc répondre par la négative. L'administration de testostérone n'entraîne pas un risque plus grand. Alors on continue dans, je dirais, la sélection de patients le plus à risque, c'est-à-dire des patients qui ont eu un cancer de prostate, ont été opérés, irradiés, eu de la brachythérapie ou de la radiofréquence. L'administration de testostérone à ces patients 1, 2, voire 3 ans après le traitement, ils s'étant assurés bien sûr que leur PSA est indétectable, etc., va de soi, mais ils sont hypogonadiques, ils ont des plaintes, ils sont souvent jeunes, administrer de la testostérone est-elle dangereuse? Alors il est sûr que si on faisait ça il y a 20 ans, on allait en tôle directement. Hein? Donc heureusement c'est les Américains qui ont commencé, et là-bas c'est bien plus sévère.
Néanmoins, nous avons revu, encore l'année passée, avec nos collègues américains, ce sujet du risque d'administrer de la testostérone à des patients traités pour cancer de prostate. Cette diapositive vous résume les plus larges études, comme je disais, de patients prostatectomisés, PSA indétectable un an ou deux plus tard, symptomatique, irradié, suivi 5 ans, administration de testostérone, aucun changement de leur PSA au cours des années qui ont suivi, aucune récidive détectée. On va encore un petit peu plus loin, et ça c'est le fameux groupe de Patrick Walsh, de John Hopkins, donc on a un peu quand même un des centres d'excellence en matière de cancer de prostate. Ils ont très bien montré que quand on faisait une prostatectomie radicale, chez ces patients, leur taux de testostérone remontait dans les années qui suivent chez ceux qui avaient un taux de testostérone bas. Et c'était d'autant plus vrai s'ils avaient un glycone élevé. Ils avaient une testostérone basse, un glycone élevé, on les opère, 2 ans après, ils ont normalisé spontanément leur réserve de testostérone. Donc c'est exactement le contraire. Comment expliquer ces différentes choses? Comment essayer de faire face à un mythe historique qu'on nous apprend quand on est encore bien perméable aux premières informations et qu'on ne remet plus suffisamment en question dans nos études ultérieures ou dans notre carrière? Eh bien, le concept, c'est celui de la saturation. Et le schéma illustre ça, c'est une plante. La plante en question ici étant la prostate. La plante est desséchée, elle a soif, elle a besoin d'eau, on lui donne de l'eau, elle va refleurir. Vous lui donnez encore et encore et encore de l'eau, ça ne va rien du tout changer. Elle a saturé ce qu'elle avait besoin en nous. Et c'est le concept développé par Morgenthaler sur la notion du modèle de la saturation en testostérone. Vous prenez un patient qui a une testostérone très basse, ça va augmenter un petit peu son PSA jusqu'au moment où il est saturé. Et pas du tout nécessairement développer son cancer de prostate. Sa prostate va simplement se modifier et puis vous leur donnez l'avantage et ça ne change rien du tout. C'est très bien illustré par ce schéma, je dirais, floral. Donc, troisième question. Chez les patients hypogonadiques ayant eu un cancer de prostate, l'administration de testostérone est-elle dangereuse? Non, mais prudence, il n'y a pas encore assez d'études avec un très long recul pour l'affirmer de manière péremptoire. Mais ça, c'est la conclusion générale qu'on doit écrire dans tous nos articles si on veut qu'ils ne soient pas rejetés. Donc, c'est déjà du copier-coller standard. Further studies has necessary to confirm this statement. Et si on avait fait ça avec les théories d'Einstein, il n'y avait pas d'études en double aveugle, ce n'était pas placebo contrôlé, il n'y aurait jamais eu de prix Nobel non plus. C'était un article dans le Lancet. Et il y en a. Lors d'une réunion considérée d'experts publiée dans les procédures de la Mayo Clinic, nous avons revu tout ça et en guise de conclusion, la relation entre testostérone, prostate, cancer de prostate confirme bien avec des évidences de qualité que la testostérone ne produit pas, ne confère pas un risque plus grand de développer ou d'avoir un cancer de prostate, que bien au contraire, des patients chez qui on découvre un cancer de prostate agressif de stade et de grade élevé, ont très souvent, non pas juste leur PSA qui est élevé, mais une testostérone qui est basse. Mais comme on ne la dose pas, on ignore, sauf dans de larges études. Donc l'impact là-dessus est encore pas très clair. Raison pour laquelle on postule actuellement de nouvelles hypothèses, de nouveaux travaux sur l'étiologie du cancer de prostate et de nouvelles approches pour le traiter. Et mes 2-3 dernières dias sont volontairement provocantes, mais elles viennent aussi de John Hopkins. Donc c'est eux qui iront en prison. Encore. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des patients qui avaient été castrés, donc castrés chimiquement, bien sûr, ils ont reçu un analogue ou un antagoniste de la NHRH, leur testostérone est à 0, et ils deviennent, comme on l'appelle, hormonaux résistants. Donc, ils vont bien pendant un certain nombre d'années, c'est quand même pas autre chose, et puis à un moment donné, voilà, la maladie repart, ils développent des métastases, ça reprogresse et ils sont castrés.
Eh bien, avant de passer à une chimiothérapie ou une hormonothérapie de seconde génération, qu'est-ce qu'ils ont eu, entre guillemets, le culot de faire, mais qui commence maintenant à s'appliquer de plus en plus? Ils les ont reboostés avec de la testostérone. Et c'est ce qu'on appelle le traitement bipolaire. C'est-à-dire qu'ils ont relancé la réceptivité de leurs cellules cancéreuses castrées en leur donnant de la testostérone. Ils les ont nourris et puis ils ont repris le traitement hormonal et on a vu leur PSA qui redescendait de nouveau et des lésions qui régressaient. Voilà une nouvelle page, si vous voulez, dans l'évolution de ce concept et de ces traitements. Il est donc utile, après plus de 60 ans, de considérer différemment ce mythe entre la testostérone et le cancer de prostate. Qu'est-ce que c'est un mythe? C'est une croyance, c'est pas moi qui le dis, vous allez le voir, c'est une croyance inculquée depuis le plus jeune âge de la vie, souvent quand on fait nos études, alors que le cerveau est encore perméable parce qu'on veut apprendre, qui devient comme un instinct. Et l'essence même d'un instinct est d'être indépendant de la raison. C'est Darwin qui a dit ça, c'est pas moi, je ne suis pas prétentieux à ce point. Néanmoins, quelqu'un d'autre a dit que le grand ennemi de la vérité n'est souvent pas le mensonge, mais le mythe persistant, persuasif et irréaliste. Je vous remercie. Merci Claude. Bernard Lobel ayant décidé d'aller écouter du violoncelle en Finlande, on n'aura pas de mais peut-être que Xavier Martin, peut-être qu'il a commencé. Laurent, je lui avais demandé, il m'a dit qu'il ne voulait pas. Merci Claude, je connais bien le topo. Je sais que tu es un avocat de l'androgénothérapie, enfin de la substitution de testostérone. Je crois qu'il y a deux choses qu'il faut retenir. S'il y a une indication à la supplémentation en testostérone chez un patient qui a subi un traitement curatif d'un cancer de la prostate et qui est objectivement guéri, l'indication est légitime. En prudence. Avec prudence. Enfin, on a le droit de le faire. Je voudrais pas C'est ce que disent les recommandations internationales actuelles. À l'opposé, les travaux récents de Hopkins, c'est très intéressant. Je ne voudrais quand même pas que les collègues quittent cet amphithéâtre en ayant l'idée que lorsque le cancer de la prostate ne répond plus à la castration standard, il faut commencer par donner de la testostérone avant de passer à un autre traitement. Certainement, on est bien d'accord. C'était pour montrer quand même le changement du paradigme qui va de tout est dangereux à la notion de récepteur est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit. C'est un peu comme la transsexualité, c'est autant dans le cerveau que dans le mental. Merci Claude, tu as été brillant comme d'habitude et tu nous as tous servi un très bon message. Je crois que la fin est intéressante parce qu'on a beaucoup d'idées reçues qu'on apprend. Moi je me souviens, Monsieur le Duc doit s'en souvenir également, avant la chirurgie percutanée, c'était une hérésie que de vouloir mettre une néphrostomie. Et j'ai entendu moi, des grands patrons à mon époque où j'étais interne dire de mon temps, on ne mettra pas de néphrostomie dans mon service, je l'ai entendu. Et ça, c'était à l'époque où finalement on a revisité et puis on s'est rendu compte qu'on pouvait mettre des néphrostomies, plusieurs dans le rein, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Ouais. Claude, au niveau des cultures cellulaires, il a dû y avoir un travail de fait. On sait cultiver des cellules cancéreuses, etc. Est-ce qu'en culture cellulaire, on a progressé en dehors de ce que tu viens de dire sur les impressions cliniques? C'est une question très compliquée, ça. Oui, bien sûr. Oui, on progresse. Le problème qu'il y a d'une manière générale à ce niveau-là, c'est que ces études sont quasi toujours financées par l'industrie pharmaceutique. On peut le dire aussi, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, c'est pas ça, mais qu'elles ne vont pas dans le sens scientifique où on voudrait avoir de nouvelles approches. Et quand même maintenant, avec l'hormonothérapie de seconde ou presque de troisième génération, quand on donne de l'enzalutamide ou autre chose, on voit bien qu'on redonne un traitement hormonal à des patients qui sont castrés résistants. Mais c'est un traitement hormonal, l'enzalutamide. Sur quel récepteur joue-t-il? Eh bien, il joue sur des récepteurs qui sont encore persistants, tout comme la surrénale peut encore intervenir.
par exemple. Donc c'est très complexe comme toutes les notions de base, mais c'est là qu'on cherche. Quelle question? Claude, question pratique, on n'est plus dans la culture des cellules, mais qui se pose quotidiennement dans notre centre, c'est post-prostatectomie, on a nos malades, ils sont contents, injection intracaverneuse fonctionne, etc. Et ils ont des taux d'hormones basses. Bon. À partir de quel moment, après la prostatectomie, est-on en droit de leur donner des hormones? Alors, tout à fait, et comme l'a dit Laurent, il faut rester très prudent, parce que pendant la première année qui suit le traitement chirurgical, en général c'est chirurgical, on verra quand même un pourcentage variable de patients qui vont récidiver dans l'année. Donc il est certain que la première année, c'est une année d'observation, c'est une question, il faut aussi voir si le patient va vraiment s'habituer à sa nouvelle situation hormonale, mentale, comment quelle est sa vie de couple, etc., etc. Mais il faut certainement se donner 1 an ou 2, car on sait que les récidives qui sont apparues tôt sont évidemment dangereuses. Une récidive, c'est-à-dire un PSA qui commence à bouger après 2-3 ans, c'est pas aussi agressif. On ne peut pas non plus attendre indéfiniment, mais il faut que le PSA reste à 0, qu'un bilan complet soit fait, et moi je dirais la prudence, c'est d'attendre 2 ans minimum. 2 ans minimum, 2 années pendant lesquelles souvent le patient finira peut-être par ne plus être tellement demandeur, et souvent on voit le patient qui dit oui, mais vous avez l'épouse qui fait. Bien, écoutez, merci beaucoup. Pendant qu'on donne la parole à Eric Hillier, je vais juste vous faire un commentaire, pendant qu'on donne la parole à Eric Hillier, c'est exactement le même problème qu'on a avec le sein. Ah oui. Vous savez qu'il y a des gens comme Page qui ont écrit que les progestérones, il fallait en donner, que ça protégeait le sein. Alors ça déclenche des cancers du sein, et inversement, et on sait très bien, donc on a. Mais je pense que les récepteurs, et j'avais organisé il y a plusieurs années, et j'aimerais bien qu'un jour on fasse ça peut-être avec vous, cancer du sein, cancer de la prostate, 2 cancers hormonaux dépendants bien identiques, et on s'était rendu compte, et c'est de plus en plus, à la fois l'épidémiologie, à la fois tout ce que vous êtes en train de trouver en génomique sur la prostate, qui a déjà été fait sur le sein, et notamment la façon de traiter l'hormonothérapie. Il y a vraiment énormément de problèmes, même il y a des familles du cancer du sein et de la prostate qui sont en train d'émerger. On change complètement de sujet. Non, on ne peut pas mieux dire. Le problème, si vous voulez, c'est qu'avec la prostate, on a 15 à 20 ans de retard par rapport au sein. Oui, mais vous allez rattraper rapide. Ça va. On va prendre des hormones et on va passer.